Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Olympe. Bonjour Olympe. Bonjour Malika. Alors, vous êtes chanteur, on vous a découvert dans la deuxième saison de The Voice en 2013 et vous êtes de retour depuis le 18 mars avec votre nouvel album, Press Play. C'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, en fait, j'ai créé mon label l'année dernière et c'est le premier album que je sors et que je produis via mon label. C'est un album composé de 12 titres que j'ai coécrit et co-composé avec Jérôme Brûlant. Théo Grasset aux arrangements et voilà, il est vraiment cool. Donc, il y a une tournée de prévue dans les prochains mois? Ouais, on est en train de préparer des dates là. C'est un peu compliqué avec les reports de tous les artistes parce que les salles sont blindées, mais on y travaille. Et... Ce qui a été annulé avant avec le... Ouais, c'est ça. Mais il y a plein de choses qui arrivent. Là, on va faire un petit flashback, si vous êtes d'accord. Ok. On arrête un peu le futur, on revient en arrière, on revient dans votre enfance pour se remémorer les souvenirs d'écolier. Ok. Quel type d'élève étiez-vous? Celui qui n'avait jamais de mots dans son cahier, pas d'heure de colle, trop gentil, qui faisait chut quand quelqu'un parlait. Ah, vous étiez un faillot? Ouais, j'étais un faillot. Au début, je me suis dit parfait, bon élève, et tout d'un coup, celui qui fait chut, mais on l'aime pas, celui qui... Non, ouais, je sais. Non, mais en fait, comme... moi, j'ai été élevé par mon grand-père et avec mon petit frère et ma petite sœur, je devais montrer l'exemple. Et du coup, j'étais un peu trop... parti en mode faut pas que je me fasse gronder par mon grand-père. Du coup, j'étais Et d'ailleurs, ça a joué des tours à mon frère et ma sœur parce qu'eux étaient un peu plus hyperactifs. Et à chaque fois qu'ils arrivaient dans une classe, la prof disait j'espère que vous serez comme votre grand frère et tout. Et du coup, ils m'en ont toujours voulu pour ça. Mais du coup, des très bonnes notes aussi alors? Oui, des bonnes notes, des félicitations du conseil de classe. Ah oui? Ouais. Toute la scolarité? Non, pas toute la scolarité. Je dirais que le collège, j'ai pas trop aimé, ça n'a pas été une très bonne période pour moi, mais le lycée, je me suis vraiment ouvert et du coup, j'étais dans les premiers de la classe. Vous avez grandi où? À Amiens, dans la Somme, en Picardie. Picardie? Une école classique? J'étais dans une école privée qui s'appelle la Sainte Famille. Non, c'était sympa. On n'avait pas le droit au téléphone dans la cour, ni aux écoutes. On ne pouvait pas écouter de la musique. Enfin, c'était un peu bizarre comme truc, mais... Très strict, quoi. Ouais, vieille époque, quoi. Vous avez dit que vous avez grandi avec vos grands-parents? Ouais, j'ai grandi avec mon grand-père. En fait, mes parents se sont séparés. Mon père était militaire et ma maman a fait une dépression. Du coup, c'est mon grand-père qui nous a récupérés pendant... moi, j'avais 5 ans jusqu'à mes 17 ans. Et du coup, vos parents jouaient quel rôle dans votre éducation? Moi, j'ai connu... mon père, je l'ai connu assez tard, vu qu'il était en Nouvelle-Calédonie. Donc, du coup, on va dire que j'ai commencé à le découvrir quand j'avais 16-17 ans, vraiment. Okay. Et j'avais des contacts avec lui, mais voilà. Sans jamais de présence, sans jamais se voir? On se voyait peut-être, je sais pas, une fois tous les 6 mois. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais je l'adore et on a réussi à créer des liens. Oui, je pense qu'il m'a manqué, mais du coup, on rattrape le temps maintenant. Que maintenant? Depuis que j'ai 17-18 ans, ouais. Donc, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant. Donc, pas d'impact sur votre scolarité? Non. Ce qui a été dur, c'était les autres élèves qui me disaient mais ton père et ta mère, ils sont où? Ils sont morts et tout. Je disais non, ils sont pas morts. Donc, il fallait expliquer pourquoi. Et je pense qu'à cet âge-là, on comprend pas trop. Donc, les camarades de classe... qui avaient un papa et une maman, qui étaient dans un foyer classique, on va dire, ils ne comprenaient pas trop la situation. Et votre maman? Ma maman, comme elle était en dépression, on ne se voyait pas énormément non plus. On se voyait un peu, mais on va dire que c'était plus difficile, parce que comme elle n'était pas très bien, c'était pas évident de nous donner des conseils et nous élever. Je pense c'est vraiment votre grand-père? C'est mon grand-père qui nous a portés tous les trois à bout de bras, tout seul, parce qu'il était divorcé. Et il a été formidable. Vous aviez des amis? Ouais, j'avais plein d'amis. Ah, même en étant faillot, on a plein d'amis. Ah ouais, surtout des filles, parce que j'aimais pas le foot et tout, donc je traînais toujours avec les filles. Et j'avais plein d'amis qui travaillaient bien, d'autres moins bien. Voilà, on était une bonne petite bande, on rigolait bien. Et vous avez gardé des contacts encore aujourd'hui? Non, pas trop, mais alors pour le collège, non. Pour le lycée, on s'écrit de temps en temps. Je vois que sur mes réseaux, il y en a qui disent « Ah, on était en cours ensemble » et ça me fait plaisir de leur reparler. Donc j'aimerais bien qu'on organise une réunion des anciens élèves du lycée de la Sainte Famille d'Amiens. Bon, voilà, l'appel est lancé. L'appel est lancé, à vous de jouer. Si je vous demande un souvenir d'écolier, une anecdote?
Une anecdote joyeuse ou pas joyeuse? Les deux. Joyeuse, je sais pas, c'est dur, une anecdote joyeuse. Je dirais, quand j'étais au lycée et que j'ai eu mon bac avec mention, c'était une belle surprise. Pourquoi? Si vous aviez été bon élève toute la scolarité. Ouais, mais alors, je vais raconter une anecdote vraiment c'était horrible. En fait, c'était la première année où on passait le bac dans notre propre établissement. Du coup, j'étais avec ma classe. Et il y a une fille de ma classe que je connaissais assez bien qui me dit, avant une épreuve de littérature, « Oh, la chance, t'as des feuilles de brouillon rose. Moi, j'ai des bleus, viens en échange. » Donc, elle me donne une rose. Enfin, je donne une rose, elle me donne une bleue. Et l'épreuve commence, on fait notre truc. Et il y a la surveillante qui passe, qui dit, « Vous avez triché, vous avez... deux feuilles de couleurs différentes, en fait, tu sais, ils alternaient pour pas qu'on, enfin voilà, pour qu'on voit si les gens trichent ou pas. Et en fait, elle a commencé à dire, vous avez triché, vous n'allez pas avoir votre bac, pendant 5 ans, vous ne pourrez pas le passer. Et moi, je stressais parce que je savais que j'avais pas triché. Et comment elle pouvait démontrer que vous aviez triché? Ça va, parce que comme on avait des écritures différentes, ça se voyait qu'on n'avait pas échangé les brouillons en cours d'épreuve. Mais jusqu'au jour des résultats, je pensais que j'avais pas mon bac. Et du coup, j'ai foiré les deux... Ah oui, ça a déstabilisé pour le reste pour le reste des épreuves, quoi. En philo, j'avais, je sais pas, 13, 14 en philo. Et là, j'ai eu 3 coefficients 7 ou 8. Et je me disais, mon Dieu, j'aurais jamais mon bac. Alors l'avoir avec mention, c'était un exploit. Et un souvenir négatif? Négatif, c'était au collège. Je sais que j'étais un peu le souffre-douleur. En fait, j'avais un visage assez féminin et une voix très aiguë. Donc, du coup, on me disait, t'es un garçon ou une fille? Et du coup, c'était relou. Et je me rappelle qu'il y a des troisièmes à l'époque qui s'amusaient à faire des lance-pierres avec des punaises et qui me les mettaient dans les mollets et tout. Enfin, dans la cour de récré, c'était un enfer. Ah oui, là, c'est carrément... c'est de la violence. Ouais, c'est de la violence, ouais, c'est clair. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ça ne pouvait pas continuer sur les réseaux sociaux après, comme aujourd'hui, ça se passe dans les établissements et à la maison. Mais ouais, c'était assez difficile. C'était des gens débiles, quoi. Enfin, voilà. Donc le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, ouais, surtout au collège. Parce qu'au lycée, ça a été la révélation. Je ne sais pas si les gens, une fois qu'ils passent au lycée, un peu plus de maturité, deviennent plus matures. Voilà. Mais c'est vrai que le collège, moi, c'était un enfer. En plus, j'ai redoublé ma 3e. Je pense que le harcèlement scolaire, ça ne m'a vraiment pas aidé. Et du coup, j'avais des bonnes notes, mais par exemple, en maths et tout, j'étais nul en maths. Moi, je voulais faire un bac littéraire de toute façon. Du coup, j'avais mon brevet, mais ils m'ont fait redoubler ma 3e. Ouais, franchement, ça a été un enfer, la 3e et le collège. Voilà, mauvaise période. Est-ce que les professeurs intervenaient? Pas trop, parce que je pense qu'à l'époque, on n'en parlait pas vraiment. Moi, j'en parlais, je pense, aux surveillants dans la cour d'école en disant, voilà, mais bon, après, on passe un peu pour le faillot, genre, c'est un cafeteur et tout. Et non, j'en parlais pas trop, j'en parlais aux surveillants, ouais, en disant, ils m'ont jeté des punaises, donc, allez, on leur faisait une petite remontrance, mais il se passait rien d'autre, quoi, à l'époque. Il y a votre grand-père? Non, j'en parlais pas. Non, moi, je voulais pas faire d'histoire, vraiment, je voulais me fondre dans la masse, avoir des bonnes notes, qu'on me reproche rien, et puis, du coup, non, j'en parlais pas, j'avais peur que... Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui aux enfants qui souffrent à l'école? Parlez-en. Enfin, c'est hyper important d'en parler. Faut se confier. Faut faire en sorte qu'il y ait des mesures qui soient prises. Surtout qu'aujourd'hui, ça continue à la maison avec les réseaux sociaux. On voit qu'il y a plein de jeunes qui mettent fin à leur vie, qui se suicident. C'est vraiment... Enfin, voilà, le harcèlement, ça ne devrait pas être banalisé. Faut en parler. Faut pas avoir honte de dire on me fait la misère, quoi. C'est pas aux victimes d'avoir honte, quoi. C'est aux bourreaux et faut en parler. Et comment vous en êtes sorti? On va dire que moi, vraiment, ça a été le lycée qui a été libérateur. Je me suis assumé. J'ai pas eu peur d'être moi-même et de dire si ça vous plaît pas, tant pis. Après, c'est vrai que c'est pas évident et je dis pas que c'est facile tous les jours. Et puis on a tous des capacités différentes face au harcèlement. Mais voilà, je pense qu'il faut se dire qu'on peut s'en sortir. Vous avez pris sur vous, en fait. Ouais, j'ai pris sur moi. Attendu que ça passe. C'est ça. Changement d'établissement. Et voilà. C'est ça. Mais après, c'est difficile. Et moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les gens disent oui, mais ça t'a endurci.
J'ai envie de dire, faut pas banaliser le harcèlement en mode t'en as bavé mais ça t'a endurci. Non, non, ça devrait pas exister. Faut pas banaliser ça, quoi. Il y a d'autres façons de s'endurcir dans la vie que de se faire harceler. Il n'y a pas forcément besoin de s'endurcir, en fait. Et puis on n'a pas forcément besoin de s'endurcir, on est peut-être bien comme on est, et c'est clair. Alors aujourd'hui, vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Est-ce que c'est le métier qui vous a toujours fait rêver ou alors enfant, vous aviez d'autres projections? Alors c'était un peu mon échappatoire. Moi, je me mettais, comme je parlais pas beaucoup et je me confiais pas vraiment à mon grand-père, je me mettais au piano, je chantais et tout le temps, ça me permettait d'évacuer. Après, je pense que si j'étais pas devenu artiste, je voulais être archéologue, un truc qui a rien à voir avec la musique, mais ouais, archéologue, j'aimais bien, ou professeur d'anglais. Bah, ou professeur d'anglais. Professeur d'anglais. Ouais, vraiment l'opposé. Je voulais être médecin, sauveteur en mer aussi, parce que j'ai fait 8 ans de natation et à l'époque, vraiment, je voulais faire ça. Mais non, archéologue, parce que j'adore l'Égypte ancienne et la mythologie grecque, etc. Et je voulais faire des fouilles archéologiques, découvrir des sarcophages. Enfin, ouais, c'était... Donc, on était sur combien de professions différentes? Plein. Hein. Je pense que j'ai voulu faire, ouais, je sais pas, je dirais médecin, archéologue, prof d'anglais, chanteur, sauveteur en mer. On était au moins sur 5, voire plus. Hein. Je me souviens pas de tout, mais... Mais lequel, au final, au moment du bac, restait en tête? L'idée, si vous n'aviez pas été chanteur? C'était l'anglais. Enfin, j'ai fait une fac d'anglais qui s'est pas très bien passée. Ah bon? J'avais l'impression de régresser, en fait. J'avais l'impression d'être débile et de... Je sais pas, que tout ce que j'avais appris et... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que les cours me faisaient régresser. Donc, je suis parti après en école de commerce. Ah oui? Ouais. Et donc là, c'était dans quel but? Je ne sais pas, ouais. Aucun. C'était histoire de faire quelque chose. Dans le but de faire des études? C'est ça, exactement. Et puis après, je voulais faire un BTS audiovisuel pour monter une boîte de production de clips vidéo. Donc un peu dans le domaine artistique, on se rapproche. Et puis The Voice est arrivé au même moment, donc voilà. La première scène, c'est à 11 ans? 11 ans, ouais. C'est mon grand-père qui il m'entendait tout le temps chanter, il en avait marre à la fin. Et il m'a dit, si tu veux chanter, tu chantes sur scène. Donc il a entendu qu'il y avait un concours de chant dans la région, près d'Amiens. Et il m'a inscrit, j'ai participé, j'avais 11 ans. Et autant te dire que j'étais vraiment pas à l'aise. C'était pas la période la plus cool, j'étais au collège. Et j'ai gagné ce concours de chant, ça a été une révélation. Et vraiment, après, ça m'a permis d'être introduit dans des troupes de chanteurs et tout. Et j'ai commencé un peu comme ça. Après, tu n'as jamais lâché la scène, en fait? Jamais lâché, ouais, non. Depuis 11 ans? Ouais, depuis 11 ans. Ça fait un bail. Hein. Pour le petit garçon qui était un peu timide et harcelé, ça a dû faire aussi pas mal de bien, peut-être sur scène. Ça m'a fait du bien parce que, en fait, cette première scène, je me rappelle que je dois avoir des vidéos encore où mon grand-père doit en avoir sur des cassettes. Et... on me voit, j'arrive comme ça sur scène, et là, les lumières de la salle s'éteignent, la lumière de la scène s'allume, et je deviens quelqu'un d'autre, quoi. Comme si mes ailes étaient déployées, enfin, j'étais vraiment plus ouvert aux autres et tout. Et une fois que la musique s'arrêtait, je retournais dans ma carapace, j'allais m'asseoir, et j'avais même honte d'avoir chanté en mode j'espère que j'ai pas mal chanté et que je vous ai pas dérangé. Alors que t'as gagné. Alors que j'ai gagné. Non, mais c'était un truc de fou. Et vraiment, c'est là que je me suis dit, j'ai envie de faire ce métier. Et puis, il y a eu The Voice. Ouais. Ça a changé votre vie? Ça m'a révélé au grand public, ça m'a permis d'avoir un disque d'or, de partir en tournée, de sortir 3 albums, de participer à des albums sur Disney où on a eu un triple disque de platine, de chanter avec des artistes comme will.i.am, Patrick Bruel, Lara Fabian, enfin plein de gens. C'était dingue, c'était... un peu inespéré parce que j'avais passé plein de castings pour la Starac, la Nouvelle Star, etc. Et à chaque fois, on me disait non, tu passeras pas devant le jury, t'es pas dans le style de l'émission. Donc je disais ok. Et un jour, je reçois un mail de Bruno Berberes qui me dit on t'a repéré sur YouTube, est-ce que ça te dirait de faire des auditions? Je dis et j'ai failli pas y aller ce jour-là. J'étais avec ma meilleure amie à Paris, je dis franchement j'ai la flemme, viens on y va pas. Elle me dit si vas-y et tout. Donc on y va. Je vais me faire jarter en même temps. Donc, et là, ça se passe super bien. Ils me font chanter 4 chansons. Ils me disent on va continuer ensemble. Et je dis oh, super et tout. Et après, il y avait plein d'étapes avant d'arriver sur le plateau. Mais déjà, je me suis dit waouh, c'est dingue ce qui se passe. On va se pencher maintenant, si vous le voulez bien, sur votre regard sur l'école d'aujourd'hui. Ouais. Quel regard vous portez sur les élèves d'aujourd'hui, sur la scolarité, sur l'éducation? J'avoue que ça fait longtemps que je suis pas retourné vraiment dans une école, à part pour faire une dictée pour une association il n'y a pas très longtemps. Je trouve qu'on est quand même dans une drôle d'époque
Et ça ne doit pas être évident quand même de suivre une scolarité tout en gérant les réseaux sociaux, en ayant accès à ça aussi. Je pense que ça ne doit pas vraiment aider. Et puis, on le voit hein, dans les infos, malheureusement, il y a beaucoup de dépression chez les jeunes, de suicides, etc. Et je trouve que c'est quand même... il faut lutter contre ça et faire en sorte que ça se passe mieux. Vous pensez que les réseaux sociaux amplifient ce harcèlement scolaire? Oui, ça amplifie parce qu'avant, quand tu allais à l'école, tu te faisais harceler, mais tu rentrais chez toi, tu étais dans ton cocon familial et tu pouvais souffler. Tandis que là, les jeunes, ils rentrent chez eux et puis ils regardent leurs réseaux sociaux, ils se font insulter, ils sont moqués, humiliés, etc. Donc oui, en fait, c'est horrible parce qu'il y a aucun moment où ils peuvent souffler, quoi. Et c'est ça qui est dingue. Comment on protège les enfants alors? Ça, c'est compliqué. Je pense qu'on ne peut pas leur interdire les réseaux sociaux. Enfin, ce serait trop compliqué à mettre en place. Je pense qu'à partir du moment où ils ont des téléphones ou accès à un ordinateur, on ne peut pas leur interdire. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a des lois. Je crois qu'il y a une loi contre le harcèlement qui a été mise en place. Le harcèlement scolaire, il me semble d'ailleurs. Et je pense que des amendes... il y a des sanctions qui sont prises maintenant. Mais bon, après, entre une loi et son application, on sait très bien que... je ne mets pas en cause les établissements scolaires, mais c'est vrai que je pense qu'il y a du boulot à faire au niveau des équipes enseignantes. Des cours sur les réseaux sociaux? Des cours peut-être sur les réseaux sociaux et puis peut-être des séances de discussion sur l'état d'esprit des jeunes, comment ils se sentent, s'ils ont été victimes de harcèlement, qu'est-ce que ça leur a provoqué en émotion, et même aussi demander à des harceleurs, à ceux au bourreau, pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que ça vous procure, est-ce que c'est parce qu'il y a un mal-être chez vous, je pense qu'il y a des discussions, on devrait peut-être faire des classes de discussion autour du harcèlement et des réseaux sociaux. Et si vous étiez papa, comment vous est-ce que vous posez... je vais pas y arriver. Si vous étiez papa, comment vous feriez pour vos enfants? C'est compliqué. Déjà, je pense que... Total, Malika. Je pense que c'est pas évident à mettre en place, mais déjà peut-être réduire l'accès à la télévision aussi, qui peut parfois... il y a des émissions, je pense, qui ne devraient pas être regardées par les enfants, en tout cas jusqu'à un certain âge. Après, on peut pas... Je pense que les téléphones, il faut peut-être les donner le plus tard possible. Mais c'est dur, en fait. On a une époque où on est tous connectés, on est tout le temps sur nos téléphones. Nous les premiers. Nous les premiers, à montrer nos vies sur les réseaux. Je pense qu'il faut faire de la prévention, mais c'est pas évident. Franchement, je pense que les parents d'aujourd'hui ont vraiment beaucoup de courage et ça doit pas être évident tous les jours. L'école de demain, c'est quoi pour vous? L'école de demain, c'est quoi? Peut-être des établissements où la bienveillance est de mise, où tout le monde se met en relation pour créer des choses avec des bonnes ondes. Après, c'est peut-être utopique et je pense que c'est difficilement réalisable, mais je dirais, une ambiance bienveillante et peut-être moins de conflits, moins d'humiliation. Et puis, mais je pense que ça passe par tout le monde parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, je critique pas les profs, mais j'avais certains profs qui se moquaient des élèves ouvertement devant la classe. Et je pense qu'à l'époque, ça favorisait aussi le harcèlement parce que quand un prof te dit t'es nul, t'es vraiment nul, je pense que dans la cour de récré, ça peut se ressentir aussi. Les élèves vont reprendre. T'as vu, le prof, il a dit que t'étais nul, t'es vraiment... C'est des trucs débiles, mais au final, ça prend des ampleurs après. Après, je pense qu'il faudrait former tout le monde au harcèlement. Donc, les profs et les élèves. Les profs, les élèves, l'équipe encadrante, tout. L'école de demain, une école sans discrimination? C'est ça, une école sans discrimination. Il y a du boulot. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous auriez envie de vous investir, de vous engager? Ouais, je pense que c'est intéressant de faire venir des gens qui ont subi du harcèlement scolaire, justement pour en parler et pour faire de la prévention. Moi, je suis dispo, s'il y a besoin, appelez-moi. Mais c'est pas pour l'instant encore quelque chose que vous avez mis en place? Non, j'ai pas encore mis en place, mais j'étais allée en tout cas dans mon ancien collège une fois. Pour revoir mes anciens profs et on en avait un peu discuté. Et ah oui, là ça pourrait être un début. Ouais, ça pourrait être un début et faut juste trouver des créneaux et puis mettre ça en place parce que déjà les programmes scolaires sont assez chargés. Donc mais faudrait voir ça.
C'est déjà la fin de l'émission. C'est passé vite. Merci beaucoup, Olympe, d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau souvenir d'écolier sur School TV.